chers professeurs, chers auditeurs et téléspectateurs, mesdames et messieurs. Je vous retrouve depuis le Collège de France, où je partage la salle Marguerite de Navarre avec un auditoire fort réduit, vu les circonstances. C'est donc notamment par les ondes ou les fibres que la troisième de mes 4 conférences sur l'Europe géopolitique arrive chez vous. Aujourd'hui, j'aborde le rapport de l'Europe aux États-Unis, que de longues accointances rendent difficile à définir et que je propose cependant d'analyser sous le signe de la solitude. La solitude peut résulter d'un abandon, de l'indifférence, d'un éloignement ou encore d'une émancipation voulue. Pour chacun de ces mouvements, il en va de notre rapport à l'espace et au temps. J'y reviendrai. Comme dans mes 2 interventions précédentes, je m'efforce de montrer l'Europe géopolitique à travers ses actes et paroles, celles et ceux de l'ensemble européen, soit les États membres et les institutions de l'Union, donc tant les dirigeants nationaux que les responsables bruxellois. Commençons par revenir sur 2 scènes, l'une relative à Trump, l'autre à Biden. La première renforce la solitude, la seconde cherche à y mettre fin. La scène trumpienne tout d'abord. Parmi le lot de surprises que l'an 1 de la pandémie a apporté, figure le constat suivant. C'est la première grande crise mondiale depuis 1945 sans leadership américain. On a vu la semaine dernière combien la diplomatie chinoise du masque a ébranlé l'Europe et sa carte mentale du monde. La mauvaise gestion américaine de la crise de la Covid renforce la nécessité d'un réajustement. Le manque évident d'aide apportée aux alliés a marqué les esprits. Bien entendu, on n'ignore pas en Europe les côtés sombres du rêve américain, flambée de violences raciales, inégalités sociales flagrantes, crise des opioïdes, rapports politiques polarisés. Avant la pandémie, la face positive prédominait encore. Liberté démocratique, esprit d'innovation, foi en l'avenir. Cependant, peu après, Trump ayant recommandé à ses concitoyens d'utiliser de la javel contre la Covid, une plume incisive écrit dans The Irish Times, je cite, « En plus de 2 siècles, les États-Unis ont suscité nombre de sentiments dans le reste du monde. Amour et haine, mépris et jalousie, colère et crainte. Mais celui-ci est nouveau, la pitié. Cet échec intérieur a eu des conséquences géopolitiques immédiates pour la grande puissance, dans la mesure où il sape la prétention états-unienne à l'exceptionnalisme moral et au leadership mondial. Au début de la pandémie, Trump suit encore le scénario habituel. Parlant de la Corée du Sud, alors, il déclare, je cite, « Ils ont beaucoup de personnes contaminées. Nous, aucune. Tout ce que je dis, c'est « Restez calme, le monde compte sur nous. » Mais ce script frappe bientôt par son obsolescence. Tout d'abord parce que la pandémie oblige le président américain à jouer plus encore la carte du « America First » dans la lutte planétaire d'acquisition de remèdes. Mais aussi parce que ce script subordonne toute action de politique étrangère à la question « à qui la faute ?» et à la rivalité avec la Chine. De cette imbrication résulte pour l'Europe une double dynamique de rareté et de solitude, une expérience sans précédent. Cela nous amène à la scène Joe Biden. Entend améliorer la relation, ce dernier nous tend la main. Vendredi 18 février 2021, il y a un peu moins de 2 mois alors, Biden se rend virtuellement en Europe pour sa première visite en tant que président. Tout commence le matin par un échange vidéo entre les dirigeants du G7, présidé cette année par le Prime Minister Boris Johnson. On parle principalement de diplomatie des vaccins. Ensuite, Biden se téléporte à Munich pour un discours lors de la conférence annuelle sur la sécurité.
Avec conviction et chaleur, il évoque le lien transatlantique, répétant son slogan de campagne « America is back », se gardant bien d'ajouter l'habituel « à la tête de la table ». Il est donc temps, affirme-t-il, que les démocraties se remettent au travail ensemble après les années Trump et se préparent à, je cite, « une longue rivalité stratégique avec la Chine ». Contrastant avec cette généreuse main tendue, Angela Merkel intervient de façon convenue. Bien que Biden ait dit attendre impatiemment sa réponse, il était sans doute resté en ligne pour la suivre depuis la Maison-Blanche, la chancelière s'en tient à son texte. Après un détour par les pandémies, puis le climat, et en passant par une référence à Alexander von Humboldt, elle approuve l'engagement renouvelé des États-Unis. Si elle souscrit aux valeurs partagées de démocratie et de liberté, elle n'ajoute pas moins, je cite, « Nos intérêts ne coïncideront pas toujours. Je ne me fais aucune illusion à ce sujet. » Emmanuel Macron, troisième orateur majeur de la journée, fait bref. Il plaide en faveur d'un multilatéralisme efficace sur des problématiques mondiales comme le climat et d'une collaboration en matière de sécurité au sein de l'OTAN. Il ne mentionne pas la Chine. Plus tard, Boris Johnson est le premier dirigeant à qualifier de fantastique le retour des États-Unis comme leader de l'Occident. On a assisté à Munich à un choral fascinant et révélateur, un accueil européen étonnamment tiède pour le nouveau président américain. Pourquoi? Ne vient-on pas de fêter le départ de Trump? Cette réticence s'explique pourtant, on y reviendra. Au fond, la relation transatlantique souffre, à mon avis, d'un décalage narratif. À Munich, comme ailleurs, Joe Biden défend un récit. Nous sommes à la veille d'une lutte entre démocratie et autocratie, à un tournant de l'histoire. Je cite, « Montrons à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants que la démocratie fonctionne. » Au nom de son pays, Johnson est le seul à approuver ce récit sans réserve. Le Royaume-Uni, plus que jamais désireux d'entretenir sa special relationship après le Brexit, est mentalement préparé à une nouvelle guerre froide, que ce soit contre la Russie ou contre la Chine. À Londres, depuis l'époque tsariste, l'antagonisme avec Moscou relève de l'évidence. De même, la répression exercée par Pékin sur Hong Kong, ancienne colonie britannique, affecte plus l'Angleterre que le continent. Mais voilà, ni Merkel ni Macron ne croient vraiment au récit de Biden, du moins pas comme leurs prédécesseurs à l'époque de la guerre froide. Le président français, lui, propose une alternative. S'il peut concevoir un grand duel idéologique, démocratie contre tyrannie, il envisage surtout un monde multipolaire dont l'Europe est l'un des pôles qu'il a hâte de construire. De là son entrain quand on lui demande, à l'issue de son intervention, si l'autonomie stratégique européenne ne nuit pas aux liens transatlantiques. Au contraire, assure Macron, l'engagement européen contribue à un meilleur partage du fardeau militaire entre les deux côtés de l'océan. Contrairement aux Français, la chancelière allemande se trouve dans une impasse narrative. Depuis 1945, la République fédérale entend et doit embrasser inconditionnellement la démocratie. Son pays n'a guère la possibilité de revendiquer explicitement des intérêts économiques ou stratégiques allant dans une autre direction. En 2019, une Merkel inspirée avait reçu une véritable ovation dans le même grand hôtel munichois grâce à un discours défendant l'ordre multilatéral et incarnant l'anti-Trumpisme. Trump parti, elle se retrouve dépourvue de rôle à jouer, si ce n'est acquiescer au leadership américain. Elle en reste bouche bée. Gardons à l'esprit ces scènes et propos munichois et revenons au cœur de la géopolitique. Dans ma première conférence, j'ai avancé 3 concepts clés auxquels tout acteur doit recourir: puissance, territoire, récit.
On a vu la difficulté des Européens à les regarder en face après 1945, le malaise des institutions de l'Union tout d'abord, mais aussi celui des gouvernements et des opinions publiques. Puissance et frontières sont devenus tabous. On en avait conclu provisoirement que la géopolitique européenne entraînait une rupture avec les pratiques existantes et avec l'image qu'ont les Européens d'eux-mêmes. Il convient maintenant de clarifier cela en recourant aux catégories espace et temps, avant de revenir à notre rencontre avec les États-Unis. Commençons par l'espace. Dans ce domaine, on relève deux concepts contrastés, exposés par Michel de Certeau dans l'Invention du quotidien. Espace et lieu. Un lieu, un endroit, un havre apporte protection, stabilité, appartenance, telle une maison où les gens se sentent chez eux. Un espace, en revanche, ouvre sur des possibles, du mouvement. C'est une question de direction, de vitesse, de temps. Nous avons manifestement besoin des deux. Un espace où s'envoler, un nid où se poser. On a vu aussi que l'UE a mis initialement et exclusivement l'accent sur l'espace ouvert. Suppression des frontières pour les marchandises, les capitaux, les travailleurs, les voyageurs. Création d'opportunités. Aubaine pour ceux qui échangent et bougent. On n'a pas ou peu pensé à l'Europe comme maison, comme abri, non plus qu'à l'impact de l'intégration économique sur les États-providence, sécurité sociale, ni aux conséquences de l'élargissement sur les relations de voisinage, les questions de frontières, un point abordé à propos de la Russie et de la Turquie. Certes, depuis une douzaine d'années, les crises financières et géopolitiques ont contraint l'Union à assumer un nouveau rôle. Dorénavant, elle se charge aussi de protéger et donc de devenir un lieu. Sur ce point, le référendum britannique de 2016 a joué un rôle important. Impossible d'écarter du revers de la main la victoire du Leave comme une simple idiosyncrasie anglaise. Ce résultat traduit en effet des attentes et des déceptions proches de celles des opinions publiques du continent. Message, l'Europe fonctionne pour les nomades, les jeunes diplômés jonglant aisément d'une langue à l'autre, le monde des affaires, mais beaucoup moins bien pour les sédentaires, ceux qui déménagent peu, qui sont attachés à leur territoire et dépendent de leur État-providence. Autrement dit, à travers le référendum britannique, l'Europe, opportunité et espace continental, a perdu contre l'Europe menace du lieu national. D'où la recrudescence des appels, qu'on entendait certes déjà en France, pour une Europe qui protège. Pour l'Union, ce passage du seul espace à l'articulation espace et lieu, de la libéralisation à la protection, touche de nombreux domaines de politique publique. Mais quant à la dimension internationale qui nous occupe dans ce cycle, il convient de dire que la géopolitique ne commence que là, dans ce basculement d'une image de soi universelle ou mondiale à une localisation géographique spécifique. Concluons sur l'aspect spatial en disant que cette distinction lieu-espace chez Michel de Certeau correspond aux notions Ort et Raum chez Heidegger, lequel reprend la distinction d'Aristote entre topos et koros. Le topos, c'est le lieu concret, qui fait sens, condensé, tandis que le koros est un espace plus abstrait, mais non pas vide. Chez Homère, le koros est un lieu, je cite, libre de mort, donc, pourrait-on dire, où il y a absence de passé, d'histoire. En gros, on retrouve ici la même distinction qu'entre espace abstrait, koros, et lieu concret, topos. En ce sens, la géopolitique appelle à un tournant topologique. Or, il en va de même pour la dimension temporelle. Il nous faut passer d'un temps abstrait à un temps concret.
Et là aussi, deux concepts grecs nous aident. D'un côté, le temps comme chronos, le temps abstrait, le temps de l'horloge, celui des mots chronique, chronométrie ou chronologie. De l'autre, le temps comme kairos, le moment juste qui fait sens. Aristote considère chronos comme le temps de l'ordre sériel et kairos comme le temps de l'occasion opportune. D'autres notions méritent d'être confrontées au temps abstrait du chronos, par exemple aion ou époque, stade, ère. Armés de ces concepts temporels, posons les jeux sur notre protagoniste. On peut dire que, de même que l'Europe de l'après-guerre s'est positionnée hors de la géographie jusqu'à ce que le monde extérieur se présente à la frontière, le continent s'est positionné hors du temps jusqu'à ce que les événements s'accélèrent. Voilà pourquoi, en plus de devoir effectuer un tournant topologique, l'Union doit effectuer un tournant historique, du temps abstrait au temps concret et porteur de sens. Avant de revenir à nos acteurs qui patientent sur l'échiquier transatlantique, ajoutons une autre considération philosophico-étymologique. On la doit à Hannah Arendt, grande lectrice d'Aristote. Dans Conditions de l'homme moderne, elle souligne que l'action et le discours ont lieu entre les hommes. Cela renvoie le plus souvent à la part du monde concret et matériel existant entre ceux-ci. À partir de là, la philosophe établit un lien entre le mot intérêt et le verbe interesse. Est donc intérêt, ce qui se trouve parmi les hommes est donc à même de les lier les uns aux autres. Une donnée fondamentale. En poussant ce raisonnement de Arendt, on pourrait dire que notre capacité à définir nos intérêts, point de départ de toute approche géopolitique, ne commence qu'au moment de déterminer ce entre quoi on se trouve. Ceci, bien sûr, dans les deux dimensions. Entre quel lieu, à l'intérieur de quelles frontières, d'une part, entre quel passé et quel avenir, de l'autre. Autrement dit, tant que l'Europe niait, refusait même son inscription dans le temps et dans l'espace, il lui était impossible de se défendre, de se connaître, voire de vivre en tant que corps politique. Tout reste abstrait, en creux, lointain. Et on pose là le doigt sur une chose fondamentale, relevée par tous ceux qui ont vu dans la communauté de naguère, et même dans l'Union d'aujourd'hui, une entité hors sol, apatride, fantôme. Il faut dire que les études européennes ne l'ont guère aidé à s'ancrer. Tout au contraire. La recherche universitaire s'est inscrite dans une logique intemporelle, ainsi que le laissent entendre les deux termes clés désignant le mouvement d'ensemble. Nous avons construction européenne, qui fait penser à un chantier hors de l'histoire où, tout restant à faire, chacun doit apporter sa pierre, tandis que intégration européenne, l'autre terme, évoque un processus quasi chimique qui se termine dans une fusion totale. Qu'il se soit agi de juristes impatients de montrer l'autonomie du droit européen ou de politologues voyant avant tout dans l'Europe politique une expérience de laboratoire d'intégration, tous ont oublié l'histoire et notre place dans le temps. Tendance lourde à laquelle, depuis mon livre « Le passage à l'Europe », je tente modestement de m'opposer. Ces points pris en considération, comment amarrer cet ensemble flottant à l'espace et au temps concret? Chaque gouvernement le fait plus ou moins pour nos pays respectifs, en déterminant les intérêts nationaux. Mais quand on entreprend de le faire collectivement, c'est pour ainsi dire le vide stratégique, des platitudes de la bienveillance, de l'universalisme, sauf en temps de crise. Là réside
toute la difficulté invisible de notre rapport aux États-Unis. Celui-ci ne dépend pas uniquement des valeurs démocratiques, plus ou moins partagées, mais aussi d'intérêts de plus en plus divergents. L'incapacité à les définir, voire à en parler, c'est rester à la merci du plus fort. Situation d'autant plus gênante que de part et d'autre de l'Atlantique, on ne partage plus le même topos ni la même ère. Ces considérations en tête, revenons au décalage narratif de Munich, point de départ de notre réflexion. Comment définir la position temporelle de l'Europe vis-à-vis des États-Unis en ce printemps 2021? Quelle époque quitte-t-on? Dans quelle époque entre-t-on? Et comment traverser cette période intérimaire? Abordons notre position historique sous 3 aspects. En premier lieu, nous sommes après Trump. L'Amérique a un nouveau président. Cependant, les Européens, comme d'autres, ont de bonnes raisons de ne pas oublier son prédécesseur. Tout d'abord en raison de l'élection américaine elle-même. Mentionnons 3 éléments. 1. Sans le coronavirus, Donald Trump aurait, selon toute vraisemblance, été réélu. Un mandat dont il aurait tiré plus de pouvoir encore. Devant ses principaux conseillers, il a déclaré à plusieurs reprises envisager sérieusement de quitter l'OTAN dans ce cas. On serait déjà entré dans un autre monde où on s'apprêterait à le faire. 2. Lors du scrutin, Trump a recueilli 74 millions de voix, plus que tout autre candidat à la présidence par le passé. Seul Biden le dépasse avec 80 millions. Autant d'électeurs toujours là. Et 3. La différence entre Trump et Biden dans les États qui ont fait la différence s'élève à quelques dizaines de milliers de voix, moins que la marge qui a fait perdre Hillary Clinton en 2016. Pour ces raisons, les Européens ne seraient guère inspirés de laisser leur sécurité existentielle dépendre d'un cycle électoral américain de 4 ans. Une telle stratégie relève de plus en plus de la roulette russe. Le président Trump a une stratégie de politique étrangère que résume le slogan « America First ». Il a traité ses alliés comme des rivaux et des compétiteurs plutôt que comme des amis et considéré tous les engagements internationaux à travers le prisme du bénéfice pour les électeurs américains. Actuellement, on assiste à une bataille entre une aile trumpiste et une aile internationaliste au sein du Parti républicain, dont l'issue est incertaine. Le Parti démocrate a d'ailleurs pris à cœur le message de Trump, promettant, je cite, « une politique étrangère au service de la classe moyenne et de l'industrie américaine ». En 2017, les paroles et les actes de Trump ont représenté un gros choc pour les Européens, surtout pour les Allemands. Rien d'étonnant dès lors à ce que Merkel, juste après un sommet de l'OTAN et la première visite de Trump en Europe, ait prononcé ces mots célèbres « Nous, Européens, devons prendre notre destin en main ». Dans mon livre « Quand l'Europe improvise », je qualifie de moment machiavélien cette expérience de vulnérabilité, tournure que j'emprunte à John Pocock. Dans son ouvrage éponyme, cet historien localise l'émergence de la pensée politique moderne chez Machiavel et certains contemporains dans la reconnaissance de la finitude de la polis, la cité, qui était à la fois émancipation politique et libération théologique d'une eschatologie. Pocock parle du moment, je cite, où la République, consciente de faire face à sa temporalité et à sa finitude, s'efforça de tenir bon politiquement et moralement dans un flot d'événements insensés qui semblait désorganiser et détruire tout le système social et politique. Fin de citation. Quiconque se sait mortel se doit se considérer comme une unité incidente dans le flux du temps et s'armer en conséquence. Un moment existentiel et hautement significatif, un moment de kairos.
Certes, pour l'Union européenne, ce moment se cristallise après une décennie de danger. Depuis 2008 déjà, les unes après les autres, les crises sapent ses fondements, l'image qu'elle se fait d'elle-même, son existence. À plusieurs reprises, le traité fondateur lui a dit non, ou c'est interdit, mais il lui était, et il lui est, impossible de rester les bras croisés. Tempête de l'euro, chaos migratoire aux frontières, choc du Brexit. Dans toutes ces crises, l'Union abandonne le cadre sacro-saint de sa vision éternaliste et agit pour survivre. À chaque fois, on a posé des actes pour parer le danger immédiat. Une lente métamorphose, l'avènement progressif d'une puissance en commun. Cependant, les paroles ne suivront qu'après l'élection de Trump. La phrase de Merkel de 2017, prendre notre destin en main, est une pure déclaration machiavélienne au sens de Pocock. Sa conscience germano-européenne se savait d'ailleurs soutenue par l'esprit franco-européen de Macron, fraîchement élu et désireux de s'affirmer sur la scène internationale au nom de l'Union. Il n'est pas nécessaire de redire combien les actions de Trump, en 4 ans de présidence, ont renforcé cette prise de conscience. Ce qui nous importe ici, c'est le résultat. En termes de logique narrative, Donald Trump a rompu l'enchantement narratif de l'alliance transatlantique, qui durait depuis 70 ans. Le conte de fées est terminé. Si le schéma n'a pas changé, si les faits sont plus ou moins les mêmes, il est difficile de rétablir le charme, de croire de nouveau que ce que les États-Unis veulent ou font est d'office bon pour nous. Pour toutes ces raisons, nous aussi vivons en Europe dans l'après-Trump. Dans le prolongement de cette première situation temporelle, il y a la deuxième. Nous vivons aussi dans le après-Pax Americana. Après la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'Amérique, puissance d'occupation ayant vaincu les nazis, se mua en celui de protecteur contre l'ennemi soviétique, du moins en Europe occidentale et méridionale. Après l'effondrement de l'Empire soviétique en 1989-1991, les États-Unis étendent leur position de puissance organisatrice vers l'Est. Les gouvernements européens acceptent la perte de leur capacité d'action géopolitique. Un historien norvégien a parlé de ce lien protecteur-protégé comme d'un, je cite, « empire par invitation », un phénomène unique. Pour les États-Unis, la Pax Americana présente 2 aspects, le bien public mondial et l'intérêt national. Les accords internationaux et organisations telles que les Nations Unies favorisent la paix et la prospérité, tout en tempérant les politiques de puissance brute. Raison pour laquelle, en Europe, on salue les systèmes common ordre international, multilatéral, libéral ou fondé sur des règles. À Washington, il arrive qu'on parle de l'ordre dirigé par les Américains, the American-led order, ce qui reflète mieux les rapports de force. L'ONU n'a-t-elle pas son siège à New York, le FMI et la Banque mondiale à Washington, tandis que le dollar demeure le pilier monétaire du système? Certes, une tension intrinsèque préside à cet arrangement. Il a connu des hauts et des bas. Parmi les bas, on se souvient des guerres du Vietnam et de l'Irak. Toutefois, il s'est révélé plus ou moins efficace et crédible. Or, la tension s'accroît entre l'intérêt national et le bien public mondial. Tout d'abord, il y a la géographie. La montée en puissance de la Chine en Extrême-Orient fait basculer le monde. À la différence de l'ère du conflit américano-russe, le continent européen n'est plus le centre du théâtre mondial. Voilà pourquoi, en février dernier à Munich, Macron a déclaré que les États-Unis étaient devenus, je cite, une puissance du Pacifique. Autrement dit, avaient des priorités géopolitiques différentes de celles de l'Europe.
Et la géographie ne se limite pas à la Nouvelle-Chine. Prenons la Russie. Pour les Américains, un écran lointain sur lequel projeter des rivalités. Pour les Européens, un voisin proche et puissant. Une proximité qui rend la menace moscovite plus concrète, ce que sentent avec acuité Baltes et Polonais, tout en impliquant une relation viable, ce que visent Français et Allemands. Enfin, notre situation par rapport au Moyen-Orient et à l'Afrique distend aussi un peu plus les intérêts transatlantiques. En 2015, l'opinion publique en a fait l'expérience. Les guerres, le chaos, le désespoir sur les continents voisins peuvent se traduire par des millions de réfugiés venant en un rien de temps, par voie terrestre ou par la mer, frapper à la porte de nos pays. Ce n'est pas le problème des États-Unis, séparés de nous par un océan, et qui ont ce type de souci d'ailleurs plutôt avec l'Amérique latine. La démographie influe elle aussi sur les relations américano-européennes. Le patrimoine commun s'estompe au fil des années. Âgé de 38 ans, l'Américain moyen se souvient peu des conflits du XXe siècle qui ont fait de l'Alliance atlantique une communauté historique de destin. Débarquement en Normandie, pont aérien à destination de Berlin-Ouest. Bien plus que dans l'immédiat après-guerre, il y a une forte probabilité que cet Américain moyen soit originaire d'Amérique latine ou d'Asie. La population américaine n'est plus disposée à payer le prix de la Pax que suppose le leadership mondial du pays, ni sous la forme d'accords commerciaux menaçant les emplois, ni sous la forme de guerres lointaines coûtant la vie à des compatriotes, à des fils et des filles des familles toujours moins nombreuses. L'élection de Trump a révélé ce revirement. À cet égard, son America First était moins un isolationnisme, comme on a souvent dit, qu'un anti-impérialisme du centre. En bref, si, pour des raisons électorales, les États-Unis ont moins de marge de manœuvre pour soutenir les intérêts de leurs alliés européens, ces intérêts divergent de surcroît de plus en plus des leurs, un terrain propice aux tensions. Dernier élément fondamental, phénomène politico-stratégique, la Pax Americana tirait une partie de son prestige du fait qu'elle était portée par un concept spatial et civilisationnel, l'Occident. Récemment, dans The Abandonment of the West, The History of an Idea in American Foreign Policy, un livre fascinant, l'historien américain Michael Kimmage a exposé comment on a créé l'idée de West aux États-Unis, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, comment on l'a maintenue puis abandonnée, et ceci dans une interaction permanente entre université et élite de la politique étrangère à Washington. L'Occident, en d'autres termes, comme espace de civilisation qui va des Grecs et des Romains au général et président George Washington, en passant par Christophe Colomb et Shakespeare. Cette vision du monde, la génération des Kennedy, puis celle encore des Biden, l'ont sucée avec le lait. Mais depuis les années 60, des guerres culturelles se succèdent qui ont critiqué et démantelé l'idée d'un Occident impérial et colonial, lutte qui n'est pas terminée et qui fait d'ailleurs rage en Europe ces temps-ci. Il est évident que tout cela nuit à la force de l'alliance transatlantique en tant que communauté de destin. L'après-Pax Americana signifie donc aussi l'après-Occident. Ou pour le dire autrement, si grâce à l'OTAN, le partenariat transatlantique demeure une alliance militaro-stratégique, il n'est plus une communauté politique au plein sens du terme. D'où le verdict d'un expert français, Bruno Tertrais, je cite, « L'OTAN va bien, mais l'Alliance atlantique va mal ». La solitude de l'Europe ne date donc pas d'aujourd'hui. Abordons à présent la troisième et décisive position temporelle qui détermine le rapport que nous entretenons avec les États-Unis et avec le reste du monde.
Si l'on vit dans l'après-Trump et dans l'après-Pax Americana, on vit aussi dans le après-fin de l'histoire. En rien un scoop, certes, mais sur ce terrain aussi, on tarde à agir en conséquence. La Chine de Xi Jinping perturbe le récit de Fukuyama, celui qui se préparait depuis 1945 et qu'on se racontait depuis 1989. Avec le temps, le monde entier va devenir capitaliste et démocratique. Même à propos de la Chine, c'est ce que la plupart croyaient encore il y a peu. Ne l'oublions pas. On pensait que les réformes entamées par les républiques populaires depuis la fin des années 70, sous Deng Xiaoping, se traduiraient économiquement et politiquement selon notre modèle. Une simple question de temps. Ce schéma hegelien nous a même permis d'interpréter les moments de répression politique, Tiananmen en juin 1989, comme des reculs temporaires dans une méta-histoire de convergence et de mondialisation. L'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001 a constitué une étape importante dans ce récit. Un mirage qui saute à présent au jeu. Réformes et succès économiques n'ont pas été suivis d'une ouverture politique. Bien au contraire. C'est comme s'ils permettent au pouvoir de s'en passer. C'est le président Xi qui a brisé l'enchantement. Il me semble qu'aux États-Unis, le tournant dans cette prise de conscience se situe vers 2016-17, Xi ayant affiché ses ambitions technologiques et géopolitiques en toute franchise. Pour Washington, le défi que représente cette montée en puissance éclipse tous les autres. Au jeu des élites yankees, il s'agit d'un détrônement, d'une menace pour la primauté du pays sur la politique mondiale. En Europe, on se fait aussi du souci. Mais la dimension politico-psychologique nous fait défaut. N'avons-nous pas été détrônés dès 1918 ? Peu à peu, les conséquences pour le monde transatlantique se font visibles. Déjà sous Obama, les États-Unis ont amorcé leur pivot asiatique, ce virage géographique vers le Pacifique évoqué plus haut. L'opération visait à stationner 60% de l'armée de l'air et de la marine en Asie tout en réduisant la présence militaire en Europe. Pour freiner la domination de la Chine en Asie de l'Est, l'Amérique a offert sa protection aux voisins du grand rival. Pour la première fois depuis des siècles, les théâtres européens se trouvent relégués au second plan de la politique mondiale. Sous Trump, la relation américano-chinoise se détériore à un rythme accéléré. En août 2018, le président signe une loi qui fait de la compétition internationale face à la Chine une priorité politique. Tôt dans son mandat, le président a déclenché une guerre commerciale contre Pékin. Les Américains ont aussi commencé à diriger leurs flèches sur des entreprises de haute technologie comme Huawei. Washington fait pression sur ses alliés européens, et d'autres pour isoler le rival numéro un. Sur le plan intérieur, c'est le secrétaire à la Défense qui met les points sur les i. Juste avant les élections présidentielles, il décrète qu'à partir de 2021, les académies militaires devront consacrer la moitié de leurs cours à la Chine. Dans l'imaginaire américain, l'armée populaire de libération est devenue pour de bon le successeur stratégique et narratif de l'armée rouge russe. Une nouvelle guerre froide en gestation. Face à ce double héritage Obama-Trump, Joe Biden opte et pour la continuité et pour la rupture. Il ne peut éviter de poursuivre la confrontation avec Xi Jinping. Toutefois, souhaitant rompre avec 4 années de discrédit et d'affaiblissement des alliances, il repositionne les États-Unis en leader du monde libre, sûr de soi. Il n'aura pas moins de difficultés à concilier de manière crédible l'intérêt de son pays et l'intérêt mondial. Fracture et continuité ont donc la même origine. En raison de l'escalade du conflit géopolitique, Biden tire la carte maîtresse de l'impérialisme américain.
Notre puissance, c'est votre liberté. Les États-Unis se rendent compte qu'ils ne peuvent gagner seuls contre la Chine. Début 2019, l'actuel secrétaire d'État de Biden, Anthony Blinken, avait fait un premier pas en plaidant en faveur d'une Ligue des démocraties. Cette idée, élaborée avec le néoconservateur Robert Kagan, n'est pas sans rappeler la vision manichéenne défendue par Bush avec l'axe du mal. Le schéma narratif demeure inchangé. À l'été 2020, Mike Pompeo a prononcé un grand discours sur la Chine. Il fit peu de cas de l'ouverture entreprise par Nixon et Kissinger 50 ans plus tôt vis-à-vis de Mao. Tandis que le ministre des Affaires étrangères de Trump parlait de lutte de la liberté contre la tyrannie, le président actuel parle de la démocratie contre l'autocratie. À Munich, en février, il a évoqué un, je cite, « point d'inflexion dans l'histoire du monde ». Fin de citation. Chef d'État, Joe Biden incarne la place de son pays dans le temps historique. Il a trouvé son kairos de politique étrangère. Or, nous, Européens, ne voyons pas les choses de la même manière. Nous hésitons à adhérer à cette histoire. Certes, on reconnaît qu'on a dépassé la fin de l'histoire. On a plus de mal que les Américains à en prendre pleinement conscience, puisque le récit de Fukuyama de 1989 ne faisait qu'appliquer au monde ce que les Européens de l'Ouest espéraient réaliser entre eux depuis 1950. Un continent de démocratie, de marché et de règles sans puissance. En voici une petite preuve parisienne. Ici, dans la capitale française, n'oublions pas que la grande inspiration de Fukuyama a été Alexandre Kojève, ce philosophe russe communiste qui, dans les années 30, par son séminaire sur Hegel à l'École pratique des hautes études, a conquis Maurice Merleau-Ponty, Raymond Queneau, un moins assidu Sartre, ou encore de temps en temps Breton, Lacan et d'autres, en exposant la dialectique maître-serviteur comme condition fondamentale du mouvement de l'histoire. Ce même Kojève, qui après 1945, sur l'entremise d'un ancien étudiant, se lancera dans le libre-échange international au sein de la fonction publique française. Puisque l'histoire était terminée, il ne restait plus, selon ce sage, qu'à s'occuper de l'administration des choses. Ironie de cette histoire, Kojève est mort en juin 1968 d'une crise cardiaque lors d'une négociation à Bruxelles. Je referme cette parenthèse germano-pratine. Une chose est sûre, Bruxelles a plus de mal que Washington à reconnaître un monde de puissance et de rapports de force. On est donc d'autant plus frappé par le document stratégique récent de l'UE sur la Chine, déjà évoqué, dans lequel elle caractérise la superpuissance asiatique comme partenaire et compétiteur, mais aussi comme rival systémique. Une première dans la pensée bruxelloise. C'était il y a 2 ans, en termes historiques avant-hier, une prise de conscience toute fraîche. Si le virage a été pris, les institutions et les usages tardent toutefois à suivre. Avant tout, puisqu'on ne tire pas les mêmes conclusions que les Américains. On n'a guère envie de s'aligner comme des vassaux dans une nouvelle guerre froide, ce qui explique la tiédeur des réponses des interlocuteurs de Biden à Munich. Quelques semaines plus tôt, lors de cet autre grand rendez-vous annuel qu'est la conférence de Davos, Angela Merkel avait déjà déclaré qu'elle n'était pas favorable à la formation de, je cite, « nouveaux blocs ». En Suisse, elle avait pris la parole non après Biden, mais après Xi Jinping, rejoignant d'ailleurs son propos. Comme souvent, la retenue et le pragmatisme de Mme Merkel traduisaient aussi une aspiration de l'opinion publique européenne. Un sondage réalisé en janvier 2021 révèle que dans les pays européens interrogés, à la question de savoir quelles seraient leurs préférences en cas de conflit entre États-Unis et Chine, 60%
se prononce en faveur de la neutralité, tant en France et en Allemagne qu'en Grande-Bretagne. On montre peu d'enthousiasme pour les mesures drastiques envers la Chine que les partisans de la ligne dure envisagent à Washington, par exemple l'endiguement, le découplage des économies. Deux différences essentielles par rapport à la précédente guerre froide donnent, il est vrai, à réfléchir. Tout d'abord, l'interdépendance économique. La mondialisation, amorcée avec l'ouverture économique de la Chine sous Deng et accélérée à partir des années 90, a modifié les enjeux. États-Unis et Union soviétique se livraient une bataille idéologique et territoriale, avec comme point chaud Berlin, Cuba, le Vietnam. Cependant, les liens économiques entre l'Ouest capitaliste et le bloc de l'Est demeuraient ténus. Par conséquent, l'Europe occidentale ne perdait pas grand-chose à limiter les échanges avec les pays communistes. Il en va tout autrement aujourd'hui. La propagation fulgurante du coronavirus dans le monde a révélé combien les chaînes d'approvisionnement sont désormais ramifiées et imbriquées les unes dans les autres. Les effilocher dans une volonté de découplage, à supposer que ce soit possible, serait économiquement désastreux pour l'Europe. Deuxièmement, la pandémie a révélé combien la Chine avance de façon imperturbable, sûre d'elle-même. Alors que l'Union soviétique, à son apogée, équivalait à 60% de la richesse américaine, la Chine pourrait bien dépasser, dans un futur proche, les États-Unis tant sur le plan économique que dans des domaines de technologie et militaire. Des États-Unis qui ne représentent plus qu'un septième de la richesse mondiale, contre environ la moitié juste après 1945. Le temps de la suprématie mondiale est hors de portée pour les deux empires. Cette situation exige des formes d'équilibre de puissance et de coexistence, autrement dit de pluralisme, et donc aussi une autre philosophie de l'histoire. Du point de vue européen, il nous revient en conséquence de rebaptiser cette nouvelle période historique. On ne se trouve pas au point d'inflexion dont Biden a parlé à Munich, au retour en arrière de la lutte entre démocratie et autocratie. Non, sans doute entrons-nous plutôt dans « the age of encounter », tournure que j'emprunte à un important ouvrage de Hans Kriebe, l'âge des rencontres avec d'autres grandes puissances, d'autres civilisations, voire États-civilisations. Mais savons-nous qui nous sommes? Connaissons-nous notre topos et notre kairos? Cher public, aujourd'hui, ma conclusion procède selon une délimitation des trois choses dont je n'ai pas parlé. Premièrement, je n'ai pas axé mon analyse de la relation Europe-États-Unis sur ce que les diplomates appellent l'agenda transatlantique, les choses à faire ensemble. Pareille liste circule. La Commission et le Conseil européen en ont établi en décembre 2020, très peu de temps après les élections américaines, avant même, pour ainsi dire, que Biden ne nous tende la main. Quant à l'OTAN, elle prépare la première mise à jour de son concept stratégique depuis plus de 10 ans. Ces textes traitent tous de questions comme le climat, la lutte contre la Covid, l'Iran ou de coopération vis-à-vis de la Chine. Mon propos s'est penché sur les conditions géostratégiques et narratives d'un tel partenariat, donc plutôt sur le cadre conceptuel dans lequel celui-ci pourra ou non prendre forme. Les frictions, voire un étau narratif, ne doivent pas nous surprendre, et l'Europe va devoir s'en défaire. Deuxièmement, par manque de temps, j'ai peu parlé du système monétaire international et de la place du dollar, ce privilège exorbitant des États-Unis, comme disait Valéry Giscard d'Estaing. On le sait, Washington utilise de plus en plus sa puissance monétaire pour atteindre des objectifs de politique étrangère par le moyen de sanctions secondaires extraterritoriales, donc contre des sociétés telles BNP Paribas
ou Total, qui souhaitent faire des affaires avec, par exemple, l'Iran, pays frappé par des sanctions américaines. En mai 2018, grâce au dollar, Trump, en faisant sauter unilatéralement l'accord nucléaire avec Téhéran, a humilié Paris, Berlin et Londres. Les participants allemands, suisses et néerlandais au projet russe de gazoduc Nord Stream ont été pareillement pris sous le feu. Il faut dire que l'appétit des sanctions est aussi grand chez les démocrates que chez les républicains. Lentement, les Européens, y compris hors de Paris, comprennent qu'il faut développer la puissance de l'euro de manière géostratégique. Dans ce domaine, on a accompli de modestes mais significatifs progrès depuis cette humiliation du printemps 2018. Le jour où les États-Unis vont, grâce à ce pouvoir d'extraterritorialité du dollar, contraindre leurs alliés à prendre des sanctions non pas contre l'Iran, mais contre la Chine, ou quand la Chine les forcera à prendre des sanctions contre les États-Unis, les entreprises européennes devront choisir entre leurs deux plus grands marchés d'exportation, qui représentent pour certaines la moitié de leur chiffre d'affaires. Des choix tragiques pour notre prospérité et nos emplois. Il va de soi, que cela augmentera le désir d'autonomie stratégique. Affaire à suivre donc. Troisièmement, j'ai peu parlé de l'impact de la Russie sur la relation Europe-Amérique et donc insuffisamment de la dépendance réelle de la première vis-à-vis de la seconde quant à la sécurité militaire et nucléaire. Cette question divise l'Europe. La Pologne, les États baltes et la Suède en particulier ressentent la menace militaire de Moscou de manière presque physique. Pour l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande, le Kremlin est bien loin. Pour la Bulgarie, Chypre ou la Grèce, la Russie n'est pas un problème. Les spécialistes estiment qu'on ne pourra se défaire de la dépendance militaire et nucléaire à l'égard des États-Unis à moins de 20 ans, à supposer qu'on le souhaite. Voici un an, dans un discours important sur l'avenir de l'arme nucléaire française, le président Macron a invité ses partenaires européens à un dialogue sur le sujet. L'idée que le parapluie nucléaire français pourrait s'étendre un jour sur l'Allemagne, par exemple, relève du concevable pour les deux pays. Mais tant que les pays d'Europe centrale et orientale ne se penseront protégés de Moscou que par Washington, la relation avec les États-Unis divisera l'Union européenne, risquant de la paralyser géopolitiquement en tant qu'union. Si j'ai choisi aujourd'hui de me concentrer sur l'impact de la Chine quant à la relation transatlantique, c'est parce que c'est bien celui-là qui bouleverse tout. J'espère avoir montré en quoi la Chine explique le changement fondamental de la relation américano-européenne après 75 ans de Pax Americana. Pourquoi les intérêts géographiques et démographiques divergent. Pourquoi le centre impérial à Washington a moins de place pour soutenir ses alliés que dans le passé. Et pourquoi les Européens, d'alliés pendant la guerre froide, faibles mais appréciés, risquent de se retrouver de manière plus visible dans une position de vassaux dans une nouvelle guerre froide en Asie. Trump nous en a déjà offert un aperçu. Cela ne signifie pas que les Européens doivent renoncer à leurs liens transatlantiques. À court terme, c'est impossible. Mais que le prix à payer pour sa préservation sera sans conteste plus élevé et qu'il convient donc pour la première fois depuis des décennies de sous-peser sérieusement d'autres options et scénarios. Ancrage incontournable jusqu'il y a peu, ce lien américain devient une option, certes sérieuse, parmi d'autres.
lorsque l'Occident s'effrite, lorsque les États-Unis tournent le regard vers la Chine, l'Asie et l'Indo-Pacifique, l'Europe se retrouve aux confins de l'Eurasie, quand elle n'est pas, je cite Paul Valéry, un petit cap du continent asiatique. Voilà la solitude. Mais ne peut-on pas, dans la solitude, puiser de la force? Ou, pour formuler les choses autrement, une Europe géopolitique, une Europe plus géopolitique nécessite bien sûr nombre de mesures pratiques d'investissement, d'énergie diplomatique. Mais pour échapper à l'étau stratégique dans lequel nous tiennent les États-Unis, notamment à cause du dollar et de notre proximité avec la Russie, il nous faudra en parallèle une émancipation narrative. À défaut, la machine à raconter des histoires de Washington, les inégalés Hollywood et Silicon Valley s'efforceront de nous séduire et reconquérir. Et c'est en Amérique que s'écrira notre récit européen. Voilà pourquoi notre quatrième et dernier rendez-vous portera sur l'entrée de l'Europe dans l'histoire grâce au récit. À la semaine prochaine.